Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une technique qui, en médecine de la reproduction, a cristallisé énormément d'espoir, mais aussi pas mal de controverses. L'injection de spermatides rondes, la fameuse ROSI. Elle a été présentée comme la solution miracle pour les infertilités masculines les plus sévères, mais son histoire nous montre bien le fossé qui peut exister entre une promesse scientifique et la dure réalité de la clinique. C'est ce chemin, plein de rebondissements, qu'on va explorer. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le point de départ, le problème clinique de la zoospermie. Ensuite, on verra comment la ROSI a émergé comme une solution quasi révolutionnaire, puis on va se confronter aux chiffres, et attention, ils sont assez bruts. On mettra ensuite la ROSI face à sa principale alternative, l'ELSI, avant de conclure sur ce que l'on en pense aujourd'hui en pratique. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Tout commence avec une situation qui, pour nous cliniciens, a longtemps été un vrai casse-tête, une impasse thérapeutique. L'arrêt complet de la maturation des spermatozoïdes. Et la question, elle était aussi simple que redoutable. Quand il n'y a aucun, mais vraiment aucun spermatozoïde mature, comment est-ce qu'on peut espérer obtenir une fécondation ? C'est ce mur qui a forcé les chercheurs à explorer une piste qui, à l'époque, relevait presque de la science-fiction, utiliser des cellules germinales immatures. Et pour être bien clair sur le contexte, on parle ici du cas le plus sévère de la zoospermie non obstructif, celui où il y a un blocage total de la maturation. Ça veut dire que même en allant chercher avec une biopsie testiculaire, on ne trouve pas de spermatozoïdes. C'est vraiment pour ces couples qui n'avaient aucune autre option que des solutions aussi radicales que la ROSI ont été imaginées. Et cette solution radicale, elle débarque au milieu des années 90, portée par un optimisme absolument incroyable. C'est le début de l'ère aussi, et avec elle, la promesse de pouvoir enfin offrir une paternité biologique là où jusqu'alors, c'était tout simplement impossible. Et tout est allé très très vite. Pensez-y, 1995, on a les premiers embryons viables. À peine un an plus tard, en 1996, les premières naissances sont publiées, et pas n'importe où, dans les plus grands journaux. L'enthousiasme est total, la technique se diffuse partout, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, ce qui va mener, dès la fin de la décennie, à une évaluation beaucoup plus critique de son efficacité réelle. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on ? Cette image est parfaite pour ça. Elle nous montre les deux protagonistes. Sur la gauche, on a les spermatides rondes, celles qu'on utilise pour la ROSI. Ce sont des cellules post-méiotiques, mais encore très très immatures. Et sur la droite, on voit leur évolution naturelle. Elles s'allongent, le noyau se condense, un flagelle commence à pousser. Ces cellules plus matures sont celles utilisées pour l'autre technique, l'ELSI. Et vous allez voir que cette distinction, elle est absolument fondamentale. Le point de départ de toute cette effervescence, c'est cette fameuse publication de 1996, 2 naissances vivantes. Sur une petite série, 11 cycles seulement. Mais à l'échelle de l'infertilité masculine, c'était tout simplement une révolution. C'était la preuve de concept qu'on attendait. Oui, on pouvait obtenir une naissance sans spermatozoïdes matures. Mais voilà, après la lune de miel, il y a toujours le retour à la réalité. Et la réalité, en médecine, ce sont les chiffres issus des études à plus grande échelle. Celles qui ont suivi ont très vite calmé l'enthousiasme général. Alors regardons ensemble cette fameuse réalité des chiffres. Premier chiffre et premier obstacle, le taux de fertilisation. Il tourne autour de 45%. Alors ce n'est pas zéro, c'est vrai, une fécondation est possible, mais on est déjà très en dessous des taux qu'on obtient avec une ICSI classique. On sent déjà qu'il y a une barrière biologique importante dès cette toute première étape. Mais le vrai mur, le goulot d'étranglement, il est là, le développement embryonnaire. Et là, les chiffres s'effondrent littéralement. On passe à moins de 10% de formation de blastocystes. Certaines études rapportent même à peine 7,6%. C'est la preuve que ces embryons issus de ROSI ont pour la plupart une compétence développementale extrêmement faible. Et au final, le seul chiffre qui compte vraiment pour les couples, le taux de naissance vivante par cycle. Et là, les méta-analyses sont unanimes et cruelles. On tombe à environ 2%. On est donc passé d'une promesse qui semblait immense à une réalité clinique très décevante. Cette citation, qui vient d'une des nombreuses synthèses sur le sujet, résume finalement parfaitement le consensus actuel. Malgré quelques succès initiaux spectaculaires, la ROSI, appliquée à grande échelle, a tout simplement donné des résultats décevants. Et ça nous oblige à la plus grande prudence. Cette déception a logiquement conduit à se poser une question clinique essentielle. Si la spermatide ronde est trop immature pour bien fonctionner, qu'est-ce qui se passe si on prend sa grande sœur, la cellule qui est juste un peu plus évoluée, la spermatide allongée ? C'est le début du match, ROSI contre ELSI. Juste pour bien fixer les idées, la différence est d'abord morphologique, mais elle est surtout fonctionnelle. La ROSI, c'est la cellule ronde, le noyau n'est pas encore condensé, il n'y a pas de flagelle. L'ELSI, à l'inverse, c'est une cellule qui a déjà commencé sa transformation, son élongation, ce processus qui la prépare à devenir un spermatozoïde fonctionnel. Et ce tableau, il est vraiment parlant, parce qu'il synthétise tout. Le verdict est sans appel. Sur tous les indicateurs qui comptent en clinique, fertilisation, l'ELSI fait mieux. Développement embryonnaire, l'ELSI est significativement meilleur. Et surtout, le taux de grossesse, il n'y a même pas de comparaison possible.
On passe d'un pronostic très réservé pour la Rosie à un pronostic encourageant pour l'Elsie. Le choix est vite fait. Alors, tout ça nous amène à la question finale. Aujourd'hui, en pratique, quelle est la place de la Rossi dans notre arsenal thérapeutique? Eh bien, les recommandations sont devenues bien plus claires et surtout bien plus restrictives. Il faut comprendre qu'un des problèmes majeurs de la Rosie, qui explique aussi ses mauvais résultats, c'est la difficulté technique d'identification de la bonne cellule. Une spermatide ronde au microscope, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un lymphocyte ou à d'autres cellules. Sans un biologiste extrêmement entraîné, le risque d'injecter la mauvaise cellule est bien réel. On doit utiliser des techniques de validation, comme le test d'aspiration dans la pipette pour être sûr de son coup. Bref, c'est une procédure très complexe. Donc pour résumer, les points à vraiment garder en tête sont les suivants. Premièrement, la Rosie doit être présentée pour ce qu'elle est, une procédure expérimentale. Son usage doit être limité aux situations de sauvetage, c'est-à-dire quand on n'a absolument rien trouvé de plus mature. Le pronostic est extrêmement réservé. Le point le plus important, si on trouve ne serait-ce qu'une seule spermatine allongée, l'EFSI doit toujours être privilégié. Et enfin, l'éthique nous oblige à un conseil génétique et à un consentement éclairé qui soit très clair sur les chances de succès, qui sont, on l'a vu, très faibles. Alors, pour conclure, est-ce que la Rossi est une impasse thérapeutique qu'il faut oublier? En clinique, probablement oui. Mais est-ce pour autant un échec total? Pas si sûr. Car au-delà du soin, la Rossi a ouvert une fenêtre de recherche incroyable sur les mécanismes les plus intimes de la fécondation. Comment l'ovocyte s'active-t-il? Comment reprogramme-t-il un génome maternel aussi immature? En nous forçant à affronter ces questions, l'échec clinique de la Rossi est peut-être paradoxalement ce qui a pavé la voie de futures grandes découvertes en biologie fondamentale. Et c'est peut-être ça son véritable héritage. Merci de votre attention.